Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus. Nous sommes extrêmement émus et extrêmement minutés, ce qui correspond tout à fait au thème que nous allons développer. Cette prestation est un peu métaphorique du temps qui nous guette tous, avec l'échéance finale dont on parlera un petit peu, avant de développer vers une issue extrêmement positive. N'ayez crainte. Je crois que cette conférence spectacle, modestement dite spectacle, vous réserve quelques surprises. C'est le fruit, comme vous le verrez sur les petits papiers qui sont devant vous, d'un long travail collaboratif avec les personnes qui sont donc sur les côtés et puis mon voisin. Alors nous vous demandons également d'être assez indulgents sur cette restitution qu'on a voulu théâtraliser un peu. Mais nous sommes bénévoles et historiens d'art et pas du tout des gens de théâtre. Alors c'est bien évidemment à cette aune-là que vous allez nous écouter et nous suivre. Il y aura, comme vous le voyez, un certain nombre d'interventions. Tout vous sera devenu clair à la fin. Donc pendant que je vous fais cette introduction, vous voyez une accélération que nous avons vraiment souhaitée, des images dont on va parler, pour être toujours en phase avec cette notion du temps qui nous a paru particulièrement parlante et imageante du thème de la longévité. Alors on va calmer l'engin et revenir vers notre première image que la plupart vous avez certainement reconnue, qui est notre héroïne de la présentation. C'est le pendule qui est à 30 mous, réalisé par l'artiste suisse Roman Signer. Et on a cherché donc collaborativement à vous présenter des tableaux dont un tiers sont présents dans la ville de Nantes ou dans le musée des Beaux-Arts, ce qui fait que vous pourrez prolonger notre présentation par cette découverte ou redécouverte au musée. Alors, on a décidé de commencer dans les règles de l'art avec un dessin de notre cher Léonard de Vinci. Je dis notre cher Léonard de Vinci, car vous n'oublierez pas que cette année, on fête les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, pour vous dire que dans la communauté des historiens d'art, on présente l'art comme étant le lieu de l'éternité et de l'immortalité. 500 ans encore, on en parle, et peut-être que 500 ans encore, on en parlera. Cependant, on voit que dans sa représentation de la vieillesse, Léonard de Vinci pose son regard de façon très cruelle et je dirais même caricaturale sur la décrépitude et cette déchéance qui nous guette tous. La vieillesse, c'est à la Renaissance vu comme un défaut de la nature. Alors ça, c'est très important parce que je crois qu'on en souffre encore énormément aujourd'hui. Comme la beauté avait été placée sur la question de la forme et de l'excellence de la forme, eh bien la vieillesse est une déformation et malheureusement associée à cette époque-là avec une certaine déchéance morale, ou de toute façon associée à des sentiments négatifs. Alors, effectivement, vous pouvez voir que les lèvres sont ou trop lipées ou au contraire complètement dévoré. Et puis c'est le signe d'une expressivité exagérée, puisque la beauté, justement, au XVe siècle, s'énonce avec une absence d'expressivité. Alors quand on est vieux, on gémit, on grince, on hurle, et c'est ce que nous présente donc Léonard de Vinci. À la même époque, exactement, mais plutôt du côté de Venise, un peu plus de douceur avec ce portrait extrêmement connu, puisque c'est la première représentation réaliste de Giorgione. Alors c'est amusant parce que Giorgione est également l'artiste qui a réalisé le premier nu
féminin, puisque évidemment la beauté s'exprime toujours par la femme. Alors, il y a plus d'humanité que dans les dessins de Léonard de Vinci, mais c'est un portrait néanmoins sans concession, et on peut dire que c'est une vision de la laideur. Il y a à la Renaissance l'expression de la beauté, et la vieillesse stigmatise véritablement la laideur. Alors, nous continuons notre petite promenade européenne avec des tableaux toujours du début du XVIe siècle, de plus en plus durs. Nous sommes cette fois-ci en Allemagne, avec ce qu'on appelle une représentation des 3 âges, et on peut même dire des 4 âges, puisque n'oubliez pas le bambin qui est en bas, endormi, à côté d'un drôle d'animal, un hibou qui est symbole de la mort. Alors, cet enfant est endormi, il n'est pas éminemment affectivement sympathique pour Baldung Green, l'auteur. L'enfance, c'est le symbole de l'arrogance et de l'indiscipline, mais les créatures qui sont au-dessus de lui sont encore plus menaçantes dans un environnement peu agréable, c'est l'hiver, il n'y a pas une seule feuille, pas de verdure, et la jeunesse est extrêmement menacée par la femme d'âge mûr, comme vous le voyez au sein tombant, aux cheveux rares et gris, qui la regarde méchamment, jalouse, pendant que l'autre se trouve quand même un petit peu inquiète de ce qui risque de lui arriver. Et à l'autre bout, main dans la main avec la vieille, un homme, vous l'avez reconnu, c'est la mort, il tient de façon absolument inexorable le sablier qui marque le temps, ce temps qui nous taraude, nous aussi, et qui sonne évidemment l'échéance proche. Alors ces représentations des 4 âges de la vie ou des 3 âges de la vie font partie des représentations très fréquentes de la Renaissance, une façon de ponctuer le temps, et on en verra une autre tout à l'heure, mais un petit peu plus sympathique. J'ai oublié que la vieille, je suis émue, tient dans la main un phylactère sur lequel il est écrit en italien de l'époque « Col tempo », qui doit vous rappeler quelque chose. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire, et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes, sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Et on quitte la Renaissance pour aborder les rivages plus contemporains avec Goya. Et nous vous laissons apprécier la représentation cruelle. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes mon âme, ce beau matin d'été si doux, au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux. Les formes s'effacer n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir, sur la toile oubliée, et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Baudelaire pour cette représentation de Goya intitulée Les Vieilles.
qui nous ramène encore au bord et même dedans la caricature de cette vieille riche, une caricature très probablement de la reine Marie-Louise à la fin du XVIIIe siècle, qui regarde en fin de vie inquiète le miroir que lui tend sa servante. Alors elle est parée de tous les bijoux et d'une robe qui se veut encore séduisante, mais sa réflexion face à ce portrait que nous ne voyons pas semble d'autant plus peu satisfaisante que derrière, un homme menaçant avec des grandes ailes tient dans sa main non pas une faux, comme la tradition l'a souvent donné à voir, mais un balai, ce qui est encore plus cruel. C'est le symbole, l'allégorie du temps, et qui ravale ces deux femmes au rang des vieilleries, des objets usagés. Allez, disparaissez, partez. On sent le coup de balai qui va balayer tout ça. Autre représentation très traditionnelle de la peinture ancienne, assez cruelle également, l'histoire des trois parcs. Alors les parcs, ce sont des créatures de la mythologie gréco-latine que je vous présente. Elles sont trois. La première s'appelle Clotho. Elle est ici, c'est elle qui tient le fil des destinées humaines, très fragile, puisqu'on aperçoit à peine le fil. Et Lachésis, qui est ici, tient, c'est elle qui met le fil sur le fuseau. Vous voyez la petite panière de fuseau au milieu, donc présentée vers nous. Et la plus cruelle et la plus terrifiante, Atropos, qui est donc dans la partie droite, avec sa vieille peau fanée, est celle qui coupe impitoyablement le fil qui mesure la durée de chacune de nos vies. Alors les trois parcs ont été marqués tout au long des siècles par des représentations, des peintures, des sculptures très différentes. Il semble que la dernière très célèbre qu'il ait faite, c'est notre pauvre Camille Claudel. Camille Claudel qui représente justement la première, Clotho, celle qui tient le fil des destinées humaines, mais elle est représentée ici plutôt dans l'écheveau de tous les fils, de toutes ces destinées dont elle a la gouvernance. Et par là même, elle nous montre, Camille, un portrait absolument impitoyable dans le domaine sculptural de l'avachissement, du dépérissement, de l'appauvrissement, enfin, de nos peaux, de nos corps, de cette déformation. Alors, hérissée, comme ça, de façon longitudinale, nous vous amenons désormais, maintenant, pour finir cette première partie, au Musée des Beaux-Arts, avec cette œuvre contemporaine de Sarkis, qui a une très grande richesse polysémique. On retiendra, nous, que la barque, cette barque sur laquelle nous sommes tous amenés au cours de nos vies, et d'où part, pareillement, sur la médiane centrale, où coulent en masse des bandes magnétiques qui contiennent les enregistrements des chansons préférées donc, de l'artiste, enfin des chansons, des musiques de Wagner, Schoenberg, Satie, et qui s'intitule, soyez attentifs donc toujours au cartel, parce que ça nous promet là encore des voyages, rencontre avec Arnold Böcklin. Alors évidemment, c'est peut-être un peu mystérieux pour certains, mais Böcklin, c'est l'artiste qui a représenté cette très célèbre île des morts. Un soir, t'en souviens-t-il, nous voguions en silence, on entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence tes flots harmonieux. Tout à coup, des accents inconnus à la terre, du rivage charmé frappèrent les échos. Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère laissa tomber ces mots. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Merci à Lamartine. Et vous voyez comment cette rencontre avec Böcklin, annoncée par la barque
de Sarkis porte l'amour de cette œuvre auquel il rend hommage, où les mots me manquent, cet au-delà vers lequel la vie va nous amener est représenté tapi au sein d'un mur de rochers et où l'espace intérieur est entièrement rempli par ces aussi près, donc cette coulée de bande magnétique auquel cette coulée de bande magnétique fait vraiment référence, et l'avancée de la barque silencieuse avec cette créature de dos blanche qui n'a plus aucune issue, puisque la perspective traditionnelle de la toile a complètement disparu. Arrêtez ce pendule. Je ne veux pas mourir. Je ne peux pas lire. Non, je ne peux pas mourir. Je ne peux pas lire. Je ne peux pas lire. Très bien. Alors ne mourons pas. Et retrouvons encore à la Renaissance ce célèbre tableau allemand qui représente le bain de jouvence. Donc c'est une représentation très traditionnelle, une poursuite de ce qui a beaucoup été fait au Moyen-Âge et qui correspond à une croyance, un rêve, qu'il y aurait quelque part un bain, une piscine extraordinaire où il suffirait de se plonger. Alors vous voyez à droite arriver des tombereaux de vieillards avec cette hiérarchie de haut en bas, des plus pauvres qui arrivent dans des brouettes ou des plus riches qui arrivent tractés par des chevaux, mais de toute façon le résultat est le même. Ils sont vieux, ils sont impotents, leurs corps sont défaits, et justement les femmes qu'on déshabille sont des femmes, les hommes on ne les voit jamais nus. Et vous les voyez, elles hésitent, et puis tout d'un coup elles prennent plaisir, et puis elles commencent à s'égayer et à sauter, et c'est merveilleux, les cheveux poussent, deviennent blonds bien sûr plus que bruns, et elles deviennent jeunes et sveltes, et elles ressortent, de beaux jeunes hommes les attendent, elles rentrent dans la tente, et puis ressortent habillées, de ce qui fut une épreuve initiatique extraordinaire, et on voit que la jeunesse finalement est résumée par le bonheur des gueuletons, ce qui n'est pas complètement vrai parce que quand on est vieux, je crois qu'en général on y donne une bonne part, mais ce qui est amusant, c'est que ces jeunes femmes festoient avec des hommes d'un certain âge, les hommes sont visiblement tout à fait épargnés par l'âge. Évidemment, le deuxième critère, celui-ci on le croira plus volontiers, c'est celui qui nous donne la possibilité de danser en couple et de partir derrière les frondaisons, s'adonner à des plaisirs encore plus somptueux que vous aurez devinés. Voilà, tels sont les bains de jouvence auxquels on a cru pendant des décennies et des siècles. Et également, il y a à partir de la Renaissance un regard vers les pratiques de d'autres cultures. La Renaissance, c'est l'époque de la découverte des dieux et des divinités gréco-latines qui sont
plus joyeuse, il me semble, que notre religion chrétienne, mais on va y revenir. On voit ici le banquet des dieux qui sont en train de festoyer, et un mortel élevé par l'aigle, une métamorphose de Zeus, tombé amoureux du beau Ganymède. Et Ganymède va être ce mortel qui a accès à l'immortalité en s'élevant vers l'Olympe et en prenant dans sa main la coupe. Alors la coupe, c'est extrêmement important. Vous voyez qu'il y a des petites choses sympathiques qui sont sur la table à côté de moi, on va y revenir. C'est la coupe d'ambroisie. Les dieux festoyaient à coups de nectar et d'ambroisie, c'est ce qui leur donnait la jeunesse et l'éternité. Et c'est ce beau mortel Ganymède qui était chargé de les servir. Autres contes et légendes, ou mythes plutôt, de l'Antiquité gréco-latine, celle de Achille. Vous connaissez tous le talon d'Achille, qui est le lieu de fragilité de ce héros. Et bien voilà comment ça s'est passé à travers ce tableau de Rubens. Vous avez sa mère, qui est une déesse, Thétis, qui sait qu'il est promis à une destinée fameuse au cours de la guerre de Troie, qu'il va combattre, et elle veut absolument lui donner l'immortalité. Alors, elle a le pouvoir de la plonger dans les eaux du Styx, ce sont les eaux de l'enfer. Et évidemment, si elle le laisse tomber dans le Styx, il meurt. Alors, elle est obligée de le tenir par le talon. Et c'est ce qui va faire sa fragilité. C'est précisément là où il sera frappé et où il connaîtra la mort. Voilà donc une des recettes. Plongez votre enfant dans les eaux de l'enfer à condition de trouver la route. Et ce tableau du Musée des Beaux-Arts de Nantes, qui date du début du XVIIIe siècle par un directeur d'académie, Charles Lafosse, donc, que vous pourrez aller admirer, qui met en scène à nouveau une mère inquiète, ni plus ni moins que Vénus, qui elle aussi veut donner l'immortalité à son fils, un demi-dieu, donc qui risque la mort, comme Achille. Et lui aussi va aller combattre là-bas du côté de Troie. Mais ce qui est étonnant pour nous dans cette représentation du musée, c'est que l'artiste a refait cette représentation des divinités grecques en prenant le geste du baptême. Et du coup, à l'époque des temps classiques, on voit comment la mythologie de la coupe de l'Olympe va se confondre avec le geste du baptême. Alors, c'est intéressant en fait, parce que le baptême ne nous donne pas l'éternité. Malheureusement, nous sommes certainement une grande majorité d'être encore baptisés aujourd'hui, mais nous introduit dans un monde à possibilité éternelle. Et ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème, mais quand même longuement représenté aussi par les artistes fameux. Ici, donc, cette représentation de Bruegel de velours, une des plus fameuses, donc du paradis chrétien. Alors, représentée comme un lieu où se côtoient en parfaite harmonie tous les animaux, toutes les espèces animales, avec la seule espèce humaine, le couple Adam et Ève. Et justement, ce trop-plein d'animaux fait qu'un n'a pas de très bonnes intentions envers ce couple, ou plutôt qu'il est l'envoyé donc du diable. Et vous voyez comment la belle Ève, avec son geste fatal, qui est de cueillir la pomme, va nous précipiter, nous, toute l'humanité, vers une mort certaine. Alors effectivement, Adam et Ève, encore représentés au moment du péché, de façon beaucoup plus sinistre par Cranach, qu'on a vu tout à l'heure, le moment de cette chute, symbolisé par le péché originel, la pomme, et dans notre civilisation chrétienne, ce qui nous précipite, ce qui nous donne la mortalité. Et alors le passage du tableau de Cranach à cette assez étonnante vidéo du grand vidéaste américain Bill Viola montre comment donc de ce jeune couple à ce couple de vieux,
de vieilles personnes donne le sens au titre, qui est pour l'un recherche de l'éternité et pour l'autre recherche de l'immortalité. On a l'impression en fait que seule la jeunesse, au cours de nos vies, nous donne véritablement l'illusion de l'éternité, par inconscience, et que ces vieilles personnes, avec leur lampe de poche, c'est une vidéo et je vais vous en montrer un extrait, cherchent à tout prix quelque chose inscrit sur leur peau de la jeunesse, de ce temps où justement on avait un sentiment d'éternité. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre soleil, a point perdu cette véprée, les plis de sa robe pourprée, et son teint au vôtre pareil. Las, voyez comme en peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place. Las, ses beautés, les séchoirs. Ô vraiment marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez votre jeunesse. Comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. Comment ralentir ce maudit temps? Comment le ralentir? Comment ralentir ce maudit temps? Maudit temps. Eh bien, renaissons. Et c'est le titre de cette peinture photographique peinture du couple Pierre et Gilles, qui, dans un langage qui fraye avec le kitsch et les paillettes, et qui est traversé par un érotisme, dans un engagement également gai, nous présente de façon étonnante, parce que ce qui est étonnant, c'est qu'à la place d'une belle femme, ça soit un bel homme aux fesses rebondies, qui est beau, je dirais, à la suite du poème de Ronsard, comme une rose tout juste éclose à la rosée du matin. Et c'est ce que ce trop-plein d'éléments kitschissimes nous donne à voir. Alors, ce qui est intéressant aussi sur cette image, c'est la présence de la tortue qui est à côté et qui induit cette idée tout à fait paradoxale d'un nécessaire ralentissement pour une renaissance peut-être plus grande. Alors, je dis ça précédant les images qui vont venir, qu'on n'a jamais autant parlé de slow life qu'au moment où nos vies sont de plus en plus pressurisées par une vitesse impressionnante. Toujours Pierre et Gilles, avec cette fois-ci une apparition d'une jeune femme, Alice, et plus exactement, le tableau est intitulé « Le cauchemar d'Alice ». Alors, comment l'interpréter? Elle aussi, elle apparaît dans des couleurs sur un fond floral de toute éternité. Rappelons-nous que Alice, au début de ses aventures, est en train de suivre, intriguer un lapin qui court extrêmement pressé avec une montre dans la main. Il compte et il est très pressé, et Alice le suit, poum, elle tombe dans le trou. Elle tombe dans le trou, car le trou des contes et légendes de celui qui va l'amener dans un autre temps, dans un au-delà du temps, celui du rêve, et des sensations tour à tour fantastiques et puis cauchemardesques et tout à fait effrayantes. Et finalement, ça pose une question sur ce rêve d'éternité, sur cette expérience qui va être celle d'Alice, de ce hors-temps, qui peut avoir, et on n'en parle jamais, on n'y pense pas souvent, des aspects cauchemardesques. Alors c'est peut-être le sens donc de ce titre, Le cauchemar d'Alice. Alors, même les designers contemporains
ont imaginé la possibilité de rendre compte d'une nature éternelle, possibilité donc de faire des arbres qui ne perdraient pas leurs feuilles, ce qui ferait moins de saleté dans un siècle très préoccupé d'hygiène et de propreté et d'atmosphère absolument impeccable. Cet arbre éternel, il est devant la gare de la ville de Saint-Étienne. Le designer s'appelle Philippe Million. Et il a imaginé de rassembler toutes les couleurs des saisons de façon à créer cette lumière permanente, ce temps immobile devant une gare, ce qui est assez paradoxal, puisque la gare, c'est le lieu du mouvement, de la vitesse et d'un lieu marqué plus que d'autres par le temps. C'est aussi pour moi une façon de vous introduire dans cette autre thématique qui traverse l'histoire de l'art, qui est celle des 4 saisons. Alors, d'abord, les 4 saisons de Pierre-Xavier Roussel, un tableau que vous pourrez aller admirer au Musée des Beaux-Arts de Nantes. 4 saisons qui, en cette fin du XIXe siècle, sont symbolisées sous la forme d'une frise par la pose de 4 femmes. Et finalement, ce sont leurs parures, leurs robes, qui nous donnent des indications sur leur âge. Alors, leurs robes, leur couleur et leur attitude. On a longuement discuté avec le groupe sur les saisons que chacune d'entre elles symbolisait. On était d'accord, évidemment, pour voir l'hiver avec cette noble dame habillée en noir, en conversation avec cette autre femme en rouge, qu'on a supposé être l'automne. On a eu plus d'hésitation avec la femme en blanche et celle qui a la robe en peau de panthère, pour savoir laquelle était l'été, peut-être celle avec les bras nus, ou l'inverse, la blanche symbolisant le printemps. Voilà, c'est peut-être ça, mais voilà, il y a une espèce d'incertitude en fait qui donne du piquant à cette œuvre, qui nous interroge. Alors, Pierre-Xavier Roussel, en cette fin du XIXe siècle, reprend et achève peut-être donc une vieille tradition qui a connu son acmé au XVIe siècle encore, très préoccupé du temps, avec ces 4 portraits ici réunis de Archimboldo, qui, lui, met en scène les saisons, non pas par les robes, mais davantage par les chefs et plus encore par cet extraordinaire rassemblement de fruits et de fleurs qui, à chaque fois, par la bordure du cadre, par le col, par le visage, par la chevelure, raconte donc la saison. Alors, avec beaucoup moins d'ambiguïté, on a le printemps en haut, l'été à droite, l'automne à gauche et évidemment l'hiver qui n'a jamais le bon rôle dans l'affaire, puisque c'est le moment où la nature dépérit, où c'est plutôt les arbres et leurs écorces qui donnent figure donc à sa créature. Ce qui est assez étonnant peut-être à souligner, c'est que ici on reprend donc la tradition de la femme, symbole du temps, de la beauté, etc. Et souvent, en fait, les représentations d'Archimboldo lui étaient commandées par le roi, le prince, qui lui passait commande et qui donnait volontiers donc, son profil comme modèle à ces représentations. Voilà, un art de la transformation qui nous parle encore de cette vision fantastique et qui introduit quand même dans l'idée des saisons la notion du cycle et qui atténue en fait la douloureuse idée judéo-chrétienne d'un alpha et de l'oméga, un début et une fin fatale. Ici, c'est vraiment l'idée cyclique que finalement, après l'hiver, eh bien, il y a toujours un printemps
pour nous faire revivre. Une pensée donc très panthéiste qui a beaucoup dominé les 16e et 17e. Alors enfin, il est une solution pour lutter contre le temps qui est tout à fait contemporaine, la chirurgie esthétique. Je veux vieillir en me terrant, loin des mamies de confiture, vieillir avec des chiens errants, dans quelque immonde coin de masure, très loin des miroirs imbéciles, écouter craquer mes vieux os et ma carcasse de fossiles, danser de pauvres vieux tangos, rouler ma croupe de toupie, mes rotules et mes guiboles, pour jacasser avec l'hippie sur la place du Capitole. Mais quelquefois m'embijouter, faire sonner le vieux métal pour un Goya discrédité qui voudra peindre son Quétal. Alors en plus, la chanson de Juliette, Quétal, fait référence au tableau de Goya que je vous ai montré tout à l'heure et dont le titre est Quétal, qu'on peut traduire par Comment ça va. Alors, il s'agit ici de Orlan, qui sans pudeur nous montre son visage tuméfié après une opération chirurgicale esthétique. Orlan est une artiste dont on a d'ailleurs à la fac de pharmacie une œuvre qui était une commande publique, qui est une femme artiste, contemporaine bien évidemment, qui fait de son corps un lieu performatif, puisque au cours d'une œuvre, d'une performance, intitulée La réincarnation de Saint Orlan, puisque son pseudonyme est Orlan, a subi 9 opérations chirurgicales, comme vous le voyez, dont, je crois, la 6e a été entièrement vidéographié et transmis dans une galerie d'art en même temps, donc on pouvait voir en temps réel ce qui est toujours caché d'ailleurs, pour obtenir ou réobtenir donc la beauté perdue. Les phases difficiles ne sont jamais retransmises, donc elle travaille elle aussi, comme chez Archimboldo, sur la modification de l'apparence, comme les dieux d'ailleurs de la mythologie, qui changeaient sans arrêt d'être. Et par là même, cherche à questionner les stéréotypes de la beauté occidentale, bien évidemment. Donc les premières intentions de ces opérations, c'est quelque chose sur lequel elle est revenue. C'est assez compliqué, l'œuvre d'Orlan, plein d'ambiguïté. Elle a cherché à obtenir donc différents morceaux de visage, le nez, le menton, les pommettes, à l'image donc des tableaux les plus célèbres de la Renaissance, où après Mona Lisa, les déesses Diane, Psyché, Vénus, Europe, etc., peintes sous les coups de pinceau des artistes les plus fameux, ont servi donc de modèle. Comme elle le disait, non pas pour devenir belle, mais pour dénoncer donc les stéréotypes de la beauté occidentale. Alors effectivement, aujourd'hui, elle ne travaille plus par des opérations chirurgicales, mais par les moyens numériques, où elle joue toujours avec des mixages de beauté telle que présentée, telle que vécue et prônée dans différentes civilisations, et elle-même s'est fait greffer, vous voyez, des espèces d'excroissance au-dessus de ses sourcils, et elle rajoute à ça une coiffure extravagante, et comme vous le voyez également, bijoux, vêtements, parures, des plus surprenantes. Alors, après cette mise en scène assez inquiétante ou stupéfiante de la chirurgie esthétique, un autre artiste contemporain a interrogé le stéréotype également des super-héros. Et c'est terrible, et vous ne le saviez sans doute pas, mais les super-héros, eux aussi, sont soumis à l'EHPAD.
les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier, et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends. Alors, vous aurez reconnu Superman en déambulateur, Wonder Woman au sein tombant, Catwoman en charentaise, Monsieur Fantastique distendu, Hulk en fauteuil roulant et Captain Américain, alors là, sous perfusion. L'artiste, c'est Gilles Barbier, un artiste prolifique, particulièrement étonnant et drôle. Faire avec le temps, non contre lui. La longévité n'est pas un naufrage. Alors, dernière partie, non, la longévité n'est pas un naufrage. Et on a remarqué d'une façon générale que les représentations les plus sympathiques étaient souvent liées à une charge d'affect très puissante et que les représentations nous mettaient en scène des personnes vieillissantes parmi d'autres. C'est-à-dire que ce qui a marqué les portraits de la première partie, c'était très souvent leur isolement et leur solitude, hein, le fait que les artistes les représentaient seuls. Alors il y a cette magnifique expérience du photographe Nixon qui a représenté une première fois sa jeune épouse à l'âge de 20 et quelques années avec ses 3 sœurs et finalement s'est attaché au fil des années à les reprendre avec des vêtements analogues dans des poses proches, hein, et il a réalisé comme ça 35 photos de 1975 à 2010, nous montrant au fil du temps ce long temps du vieillissement, mais qui nous rend extrêmement sympathique cette usure, hein, puisqu'on y voit non pas de la laideur, mais au contraire la marque de toute une expérience, tout le poids, hein, de cette vie qui s'est déroulée. Donc il y a eu des expositions de ces 35 photos. Il existe aussi un ouvrage, hein, donc qui se feuillette doucement, hein, et où on est en train de chercher ce qui n'est pas visible en fait, c'est ce passage du temps. Retour arrière, une fois de plus, vers la Renaissance, hein, avec cet étonnant et sympathique vieillard et son petit-fils, où la laideur, il faut le dire, hein, du vieillard avec ses cheveux parsemés, sa verrue sur le front, ses rides et surtout son nez, déformé par une maladie diagnostiquée aujourd'hui comme étant un rhinophyma, finalement n'est pas ce qui retient notre regard, tant la tension des regards du petit vers lui, même si ça appartient à une forme de représentation issue des 3 âges de la vie, hein, ou des 2 âges, ce qu'on en retient, donc, c'est la force émotionnelle qui lie ces 2 personnages. Même chose avec cette représentation des 3 âges de Titien, beaucoup moins difficile
que le cranard qu'on a vu tout à l'heure, avec le vieillard qui médite sur sa mort prochaine, mais qui est encadré à la fois par cet ensemble de poutis et puis ce doux marivaudage qui symbolise évidemment la jeunesse, la jeunesse, maturité, on peut dire. Musée des Beaux-Arts de Nantes, autre représentation d'un vieil homme à la peau décharnée, mais qui n'est pas seul, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il a les yeux qui sont complètement rivés vers le Christ, et c'est plutôt l'image de sa foi. La tension spirituelle en fait qui est marquée d'ailleurs par la lumière qui irradie son visage et c'est effectivement donc ce regard chargé d'humanité qui donne de la douceur à son corps décharné. C'est la représentation donc, d'un Saint Jérôme, un tableau donc caravagesque du musée des Beaux-Arts, un personnage donc complètement habité par sa foi. C'est quoi cette concurrence ? Toujours musée des Beaux-Arts de Nantes, le très célèbre Georges de la Tour, qui, par cette relation onirique entre cette jeune femme au visage assez surnaturel, qui se présente comme un ange et porte avec une très grande douceur sa main vers le vieillard probablement Joseph, pour l'avertir qu'il faut quand même partir en Égypte parce que son fils est menacé. Mais il y a dans cette relation une force affective qui donne beaucoup de douceur donc, au visage du vieillard. Et enfin, et encore, toujours au musée des Beaux-Arts, une œuvre qui a retenu notre attention, ce tableau donc de Vuillard, fin du XIXe siècle, d'une vieille dame, peut-être dans son vêtement d'intérieur, avec son petit chignon gris, qu'on voit de profil. Alors là encore, elle est seule et elle n'est pas seule, elle est dans son environnement, un environnement dûment longuement décrit donc, par Vuillard, à sa table. D'ailleurs, on sent que peut-être les enfants, petits-enfants vont venir l'accompagner. Il y a son buffet, il y a sa tapisserie, il y a les petites choses qui sont accrochées au mur. Il y a donc tout cet environnement qui fait la force de l'habitude, qui fait que beaucoup de vieilles personnes disent et déclarent vouloir rester chez eux jusqu'à la fin. C'était le thème de ce très beau documentaire que j'ai suivi ce matin, qui posait la question justement de rester chez soi, et ce qui est superbement illustré ici par ce tableau donc, de Vuillard. Et enfin, je vous fais une fin en fanfare pour... avec le musée des Beaux-Arts, c'est l'image qu'on a prise pour le petit dépliant qui est devant vous. Un bon vieux Picasso, allons-nous dire. J'ai commencé par une personnalité célébrissime, et c'est vrai que Picasso, lui aussi, il a gagné l'éternité pour un bon bout de temps, tout au moins pour ce XXe et XXIe siècle. Un tableau donc réalisé à la fin de sa vie, d'un vieillard qui, contrairement à d'autres représentations donc, de l'artiste, le vieillard à la canne, nous regarde ici, ma foi, fort sympathique, dardant donc ses yeux vers nous pour nous dire « Eh oui, j'ai passé une belle vie et je vous laisse beaucoup de tableaux à admirer, à contempler ou à interroger, ou en guise d'interrogation. » Donc vous vous demandez très probablement depuis le début ce que font donc toute l'équipe à écrire inlassablement et imperturbablement et avec art, là comme je suis en train de le voir. Eh bien, c'était une tentative pour nous d'imager cette œuvre certainement la plus difficile du musée des Beaux-Arts, qui se présente dans l'étage supérieur du cube et qui, comme vous le voyez, s'appelle 1 million d'années. Alors, mystérieuse, on passe devant sans comprendre ce qui s'y passe. C'est donc 24 CD
qui ont enregistré en fait ce qui avait d'abord été fait par l'artiste japonais Onkawara sous la forme d'un livre, une forme de comptabilité assez abstraite, il faut le dire, qui l'a amené à vouloir donner figure au temps qui passe, en imaginant donc dans ce livre qui s'appelle 1 million d'années, eh bien 1 million d'années du passé et 1 million d'années à venir. Donc les premiers chiffres rigoureusement alignés ont commencé en moins 998 031 pour arriver jusqu'en l'année 1969, et le futur est marqué par l'année 1993 et a enregistré les années jusqu'à 1 million 01 000, je ne sais même plus trop comment dire, 992. Alors, cette œuvre nous a beaucoup intrigués. On a essayé de la décrypter. On l'a mis d'ailleurs en rapport, pour ceux qui connaissent, avec une œuvre également fameuse du même type par un artiste qui s'appelle Opalka, qui lui a vraiment écrit son temps. Alors, par cette petite performance, on a voulu vous intriguer et vous amener à passer devant l'œuvre d'Onkawara au musée en ayant le mot de passe, puisque c'est vrai que l'art contemporain demande quelques, je dis mot de passe pour changer des clés habituelles. Voilà, une forme de marquage du temps très abstrait. Alors on a voulu évidemment finir avec beaucoup d'optimisme, je l'ai dit tout à l'heure. Nous vous présentons donc cette superbe déesse de la jeunesse dans le monde mythologique qui s'appelle Hébé et qui tient justement dans la main la coupe de l'ambroisie et le nokoé qui tient le nectar, donc les boissons que j'ai nommées tout à l'heure, que les dieux buvaient, et qui, à coup sûr, peuvent apporter la jeunesse éternelle. Alors la jeunesse éternelle que nous sommes tous, dont nous sommes tous porteurs potentiellement, je parle de celle que l'on a dans la tête, pour mourir jeune plutôt que beau et en bonne santé, ce qui est beaucoup moins probable. Merci. Et on a voulu vous apporter l'éternité en vous invitant à manger cette salade d'ambroisie dont vous avez la recette, qui je crois est une recette américaine. Et on s'est donc documenté sur l'ambroisie. C'est aujourd'hui le nom d'une plante qui est plus inquiétante que propice à un rêve d'éternité, puisqu'elle est extrêmement allergène, mais n'ayez crainte, il n'y en a pas du tout là-dedans. Juste un petit mot, donc, le temps que vous dégustiez votre coupe d'ambroisie en toute sérénité et sans crainte, parce que c'est quand même une belle promesse qui vous est faite en goûtant cette salade. Du coup, c'était pour remercier cette communauté des historiens de l'art, voilà, qui se sont découverts historiens de l'art entre les mains de Louise Robin, donc, qui les a accompagnés, donc de l'association Artaban. Donc un grand merci à vous. Donc cet après-midi et ce matin, donc c'était l'occasion que les communautés qui se sont constituées dans le cadre du grand débat et qui, pour un certain nombre d'entre elles, ont travaillé sur la question de la représentation de la vieillesse, de la mort, voilà, dans différentes disciplines artistiques, dans la littérature, du cinéma et ici d'histoire de l'art. Donc on fait partager le résultat de leur travail collectif qui sera réintégré dans l'analyse qu'on fera
au moment de remettre nos travaux autour du grand débat. Donc un grand merci à eux, puis à Louise également. Voilà. Et moi, je voudrais remercier aussi la communauté de l'agglomération qui a généré tout ce week-end, de nous avoir donné la possibilité de cet atelier. Et pour moi, enfin, de pouvoir faire une conférence, non pas seule, mais avec d'autres. Et ça, c'est une grande première, malgré mon grand âge.